Salut les riders, bienvenue à Gliss Evolution. Je suis aujourd'hui avec Adou Brunner qui vient nous présenter la marque FallDrive et les systèmes FallDrive Assist Max et FallDrive Assist Plus. Adou, je te laisse te présenter puis présenter les beaux petits engins. Bon ben Adou, moi je teste beaucoup de matériel et puis on joue avec ça, il est encore mouillé là donc c'est que ça ride fort. C'est les générations 2 de FallDrive. C'est du foil assist. L'idée c'est d'assister avec un moteur votre pratique foil, que ce soit wing, surfoil, subfoil, downwind. Et on va essayer de vous présenter, donner une petite overview de ce matos là, des nouveaux kits qui viennent d'arriver. Ok, merci Adou. Déjà on voit qu'il y a deux systèmes différents. Il y en a un qui est un peu plus épais que l'autre et celui-là qui est un petit peu plus fin. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la différence des deux? Ouais, alors concrètement, tu as deux épaisseurs différentes. Tu as du coup naturellement des différences d'autonomie essentiellement et des différences de poids. Donc on va dire que dans une pratique, si je synthétise à fond, dans une pratique aide au take-off, juste pour donner une impulsion, le système slim va être vraiment pertinent parce qu'il est très léger. Par contre, si tu veux avoir beaucoup plus d'autonomie, pouvoir aller loin sur une pratique downwind, tu veux remonter face au vent ou tu veux jouer longtemps sur l'eau, le système Max qui existe en 2 batteries, comme le Slim, va t'offrir plus de puissance et plus de temps de jeu sur l'eau. Ok. Et donc là, si on revient sur le Max, qui semble être quand même le système qui fait un peu l'unanimité, il y a 2 tailles de batterie. On voit là je te laisse en parler, je te sur les batteries. Tu as 2 tailles de batterie pour chaque kit. Sur le Max, tu as la batterie Power. Alors j'ai les points, je crois que c'est 2,7 kg la batterie. Et celle-là fait 1 kg de moins, on tombe à 1,7 kg. Les différences majeures, le système est simple. Je ne vais pas brûler les étapes, mais dans l'idée, ta batterie se connecte à l'intérieur et tu vas avoir des nez qui sont adaptés en fonction de la batterie longue ou la batterie courte. On a un nez long pour la batterie Power et on a un nez court pour la batterie Sport. Évidemment, la répartition du poids ne va pas être exactement la même. La batterie Power avance un peu plus et du coup, tu as un peu plus de poids embarqué, mais tu as aussi plus d'autonomie. Voilà. Top. Et maintenant, parle-nous du système, parce que là, on est rentré direct dans les détails de la batterie, mais voilà, le moteur, le câble, l'hélice. Ouais. Vas-y. Alors, dans l'ordre, si je commence par en haut, je ne sais pas si dans l'ordre d'ailleurs, on a le pod. Alors là, je suis sur un mât qui n'est pas encore référencé par FallDrive. Ils ont une centaine de profils de mâts référencés. C'est un mât allure, ils ne connaissent pas encore, donc ils se mettent en relation avec les marques pour pouvoir développer des pods sur mesure. Sur l'autre board que tu as là, on a un pod No Limits V2 pour un mât No Limits V2, donc tu vois que l'intégration elle est parfaite. Donc dans l'idée, ça doit ressembler à ça. Après, le pod, tu as dans le kit, tu as ce qu'on appelle un pod avec un nez long et un nez court. Les 2 nez sont livrés, mais au milieu, tu as une espèce d'âme de demi-coque. Et c'est ça qui va être compatible avec les différents profils de mât. Attends, je vais juste prendre l'exemple. Ouais, voilà. Là, on voit peut-être un peu mieux. Ça, c'est universel. Tu as un nez long, un nez court. Et la partie intérieure, c'est ce que tu vas acheter pour ton mât du automne, ton mât Takuma, etc., etc. Donc, il y a autant de profils qu'il y a de mâts. Voilà. À l'arrière du pod, il y a le moteur, bien sûr. Et le moteur, on va pouvoir choisir entre 2 types d'hélices. Il y a la bipale, 2 pales, et il y a la tripale qui est là. Moi, j'ai un goût particulier pour la petite tripale. Je trouve génial en termes de confort dans le ride. La propulsion est vachement homogène. Quand tu reprends au moteur, c'est très doux. J'adore. Et pour les gros gabarits qui veulent rider sur des petites planches, tu vas aussi avoir plus de couple, plus de puissance, surtout à basse vitesse. Tac. Okay. Voilà. Et là, on est sur des hélices, ce qu'on appelle en nautisme bec de canard, c'est-à-dire que quand le moteur n'est pas activé, les hélices se replient, donc ça fait moins de traînée, et dès qu'on tourne, avec la force centrifuge et la poussée, l'hélice s'ouvre. Carrément. Sachant que les hélices, elles sont en alu. Au départ, FallDrive proposait des hélices aussi en plastique, mais maintenant, la plupart du temps, les gens ride avec les hélices alu qui ont un bon rapport rigidité, finesse, quoi. Elles sont très fines en fait. Donc voilà. Donc si je t'écoute bien, aujourd'hui tu conseilles fortement l'hélice tripale. Il y a un tout petit supplément je crois mais qui n'est pas très élevé et ça permet notamment d'avoir une meilleure transition entre le moment où le moteur touche l'eau et le moment où le moteur sort de l'eau ou reprend dans l'eau, c'est ça? Exactement, et il y a aussi un truc, parce qu'on va y venir, on va parler du moteur, du pod, il y a un câble en dessous, et en fait tu vas pouvoir choisir à quelle hauteur tu positionnes ton moteur.
Et tout le jeu du foil drive, du foil assist pour aller surfer des vagues, c'est de donner une impulsion, mais après quand tu es en l'air, tu veux pas que ton moteur frotte dans l'eau. C'est pour ça qu'ils ont fait d'ailleurs des hélices rétractables, pour qu'en cas de coup de frein, en cas de contact du moteur dans l'eau, bah, y a un minimum de traînée. Mais plus tu vas mettre ton moteur haut, plus tu as une longueur de mât vierge, pour glider, pour surfer, sans faire de touchette. Et du coup, l'hélice tripale te donne plus d'accroche dans l'eau, plus de grip qu'une bipale, je trouve. Et du coup, bah, justement, en ayant un moteur assez haut, tu vas avoir une propulsion un peu meilleure qu'avec la bipale, je trouve, quand le moteur cavite un peu, que tu as toujours une pale qui va rester en contact avec l'eau, tu as un peu plus de propulsion, c'est un peu plus homogène. C'est mon ressenti. Ok. Et du coup, parle-nous des hauteurs, parce que ça, c'est un point. On parle de 15 cm, 20 cm, 25, même 70. Alors, un petit topo sur tout ça. Déjà, tu as deux façons de pratiquer. Soit en mode e-foil, c'est pas au départ conçu pour ça, mais il y a des mâts intégrés, les mâts Cedrus, les mâts Axis, qui sont en aluminium, qui sont des mâts qui ont une certaine épaisseur, qui sont creux. Quand le câble passe dans le moteur, dans le mât, pardon, et le pod va se retrouver près du fuselage, à la manière d'un e-foil. Ça, c'est la première pratique. Un peu balade, cruising, mais en foil assist pur, ce que nous on va chercher là, qu'on aime beaucoup nous, c'est le moteur en bas. Mais tu vas avoir 3 longueurs de câble que tu dois choisir à la commande hein, quand tu achètes ton matériel. Il y a un câble de 25, un câble de 20 et un câble de 15. Alors, c'est la distance, si tu veux, connecteur moteur, quoi. C'est la distance en gros que tu vas avoir entre le milieu de ton moteur et le bas de ta platine. Plus le câble est court, plus le moteur est haut, plus quand il va y avoir du vent et du clapot, ton hélice elle va sortir de l'eau. Ça va être un peu sport. Donc au début, moi j'ai démarré avec un câble à 25, et puis assez vite je suis passé à 20, et maintenant je triche, je n'ai pas le câble de 15 dans les sets de test, donc tu peux voir que là sur ce setup, j'ai un câble de 20 que j'ai rabaissé à quasiment 15. Donc j'ai fait une boucle, c'est pas bien, mais ça veut dire qu'avec un câble de 20, tu peux quand même un peu moduler, tu peux tasser un peu ton câble, sachant que quand tu rides sur la partie, quand le moteur est dans l'eau, tu es en propulsion, donc la notion de traîner, elle est quand même assez relative, quoi. Le tout, c'est que ton câble soit dans l'axe du bord de fuite, et pour ça, on a une petite pièce en caoutchouc que tu vois là, qui vient se loger, se clipser en fait sur l'arrière du mât, et tu vas faire passer ton câble. Tu es obligé de mettre un peu de tape autour pour pas qu'il bouge, mais voilà. Okay. Ouais, c'est vrai qu'un puriste va te dire le câble comme ça c'est horrible, mais je crois que comme tu l'as bien résumé, quand tu as un moteur de cette puissance-là qui pousse, le peu de traîner là il gêne pas, et puis de toute façon le but c'est rapidement de sortir et qu'il n'y ait plus rien qui touche l'eau. Voilà, ça va être gênant si tu te dis je veux mettre mon moteur là, je veux un câble de 75 cm, là c'est emmerdant. C'est pour ça qu'il faut avoir des mâts type Cedrus Axis où le câble va être intégré. On retrouve la logique de l'e-foil en fait. Ouais. Ouais, voilà, globalement, donc toi, ta conclusion, c'est avec le câble qui longe le bord de fuite, c'est 15, 20 ou 25. Je crois qu'il propose l'option 70, mais avoir le câble qui longe le bord de fuite sur 70 cm, c'est une hérésie en termes de glisse. Puis ça veut dire, tu vas enrober ton mât de scotch sur toute la hauteur, c'est pas génial. Et donc du coup, dans ces cas-là, prendre le système soit pour le Axis, soit Cedrus, où il y a on va dire le foot play, le foot base qui permet de fixer n'importe quel avion, n'importe quel fuselage de toutes les marques. C'est ça, il y a des doudades qui permettent d'avoir une compatibilité pas que avec des avions Axis, et sur le Cedrus, la compatibilité est encore plus large. Tu peux vraiment mettre à peu près ce que tu veux. Voilà. Ok, très bien. Ouais. Donc, du coup, finalement, là, dans ce qu'on voit, il y a deux types d'utilisation. Il y a l'utilisation vraiment foil assist, où on reste sur une config basse, et une utilisation foil électrique, où on se met sur une config haute. Et les deux sont compatibles, c'est-à-dire que, si tu m'en parlais tout à l'heure, nous, on va l'utiliser en foil assist, et puis si on veut faire jouer nos gamins ou débuter quelqu'un, on peut avoir un mât Cedrus, on vient installer le mât Cedrus, et là, on a un vrai foil électrique, finalement, assez perf. Peut-être avec une plus petite autonomie par rapport aux grandes marques de e-foil, mais qui ont des énormes batteries qui pèsent 1 tonne, mais ça permet de faire découvrir le foil électrique. C'est ça, et en manute, ça va être plus simple. Alors c'est sûr que moi je suis léger, et tu peux alterner avec du pumping et en gros t'en sortir et faire pas mal de distance finalement, surtout avec ce kit-là. C'est assez génial, hein. J'ai ridé même sur du plat. La baie était glacie, j'ai voulu faire des tests. Et j'ai réussi avec un foil de 95 cm d'envergure, tu vois, plus petit que celui-là, hein, c'est un 1400 Kujira, à faire 16-17 bornes, quoi.
C'est quand même beaucoup. Ouais, sur du flat, ouais. Ouais. En pompant ou juste en... Des petits moments de pumping, mais il n'y avait pas de vagues, c'était plus des ondes retour plage. Donc voilà, même en divisant par 2, tu te rends compte que tu as quand même une autonomie qui, même si elle n'égale pas l'e-foil, est quand même généreuse, quoi. Il y a de quoi faire. Et bah, du coup, tu nous parlais des front wings, de la partie avion, qui là n'est pas forcément liée à Foil Drive. Mais qu'est-ce que tu conseilles en termes de surface, en termes d'avion? Quels sont tes précaux en fonction des différents usages, des gabarits aussi? Alors, je pense que pour débuter, alors pour ceux qui sont un peu affûtés, qui font déjà un peu surfoil, dogstart ou pas mal de free fly en wing, prenez plutôt des grands foils. Parce que il y a vraiment un écart de consommation assez important entre un grand foil et un albatros qui va planer à mort, et évidemment une plus petite aile qui va être beaucoup plus énergivore, surtout sur les phases de take-off. Donc moi je trouve bien de démarrer avec une grande aile, un peu comme si on redébutait en wing, tu vois. Donc grand, c'est quoi, 1400? Grand, alors là j'ai une 1400 qui fait un ratio de 8 environ, elle fait 1m10 de large. Et on va dire que je trouve qu'entre 95 et 1m10, t'es pas mal. Si ton mâle encaisse, si voilà, typiquement, ouais c'est ça, entre 95 et 110, je trouve ça bien. Après, si tu veux de la mania, c'est sûr que tu vas avoir envie de descendre en taille d'aile. Et c'est ce qui se passe en fait au fil des sessions. Là, les dernières sessions que j'ai faites, je les ai faites en 950. On tombe à 84 d'envergure, tu vois. Donc c'est sûr que là, tu vas moins pouvoir pomper avec tes jambes. Mais c'est génial parce que tu peux prendre des vagues que tu pourrais pas prendre à la rame. Bon, il faut quand même rappeler que toi, tu as un petit gabarit et tu as vraiment un gros niveau que peu de personnes ont. Donc ouais, clairement, aujourd'hui, pour débuter, on ne peut pas réellement prendre son foil de wing. Si je prends par exemple moi qui ride en 950 pour 95 kg, ça va être un petit peu technique de débuter avec mon skate 950. Il va plutôt falloir... Il faut que tu prennes ton aile de light wind, ouais, c'est ça, de petit thermique d'été. Il y a d'éléments, peut-être le Jam 1006 qui peut être fait avec ses 1m20 d'envergure, ça peut être intéressant. Ah oui, là tu seras large, ouais. Ouais. Et puis après faire évoluer, mais ouais, prendre l'aile de light wind assez grosse pour l'e-foil et pas partir directement sur sa pelle de 800 ou 900 ou de 1000, ce qui risque de rendre le truc un peu technique et surtout grosse consommation. Plus de consommation, ouais. Tu as parlé des ailes, oui. Et il y a un point qui est indissociable, c'est ce qu'on va mettre en dessous. Alors je suis un très mauvais exemple parce que je suis venu avec mes tout petits cure-dents là, qui font 25 litres, mais quand même dans l'idée, ce qui paraît important, c'est d'avoir des planches tendues, tu vois, que ces deux planches-là sont quand même, celle-là est particulièrement tendue pour avoir un max de glisse au take-off. Si tu transposes ça à des volumes plus pour des gens qui vont débuter, s'initier, je pense que prendre ton flotteur de wing au début, c'est un bon point de départ. Pas besoin de racheter une planche, voilà. Et après, la force du foil assist, c'est que comme tu as le moteur, même à même gabarit, tu vas pouvoir prendre un volume plus petit que ce dont tu aurais besoin en wing foil, quoi. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et ouais, planche assez tendue, pas forcément très large, mais il faut de la glisse. Donc plutôt planches typées un peu surfoil au final, qui sont des planches plutôt tendues, pas trop larges, contrairement aux planches de wing qui vont être un peu plus larges, un peu moins longues et peut-être un petit peu moins tendues. Ouais, alors ça évolue quand même sur certains shapes de wing où tu vois que les planches sont un peu plus tendues. Si on prend par sur exemple de la Skystyle, ce qu'on a sous les yeux là au magasin, tiens, on va la sortir. Une planche comme ça, donc c'est la Skystyle en 65 litres. Ça te paraît cohérent en wing? Carrément. Alors moi, j'en attends une normalement en 45 litres et je me suis dit, dans l'idée, c'est super bien pour faire du foil drive. Ouais. Pour mes 60 kg. D'accord, ouais. Pour moi, ce serait une grosse surfoil. C'est une planche de wing en réalité, mais donc on peut imaginer, pour un gabarit plus lourd, de prendre la 55 ou tu vois un gabarit de 75 kg. Tout dépend de l'aisance des riders au départ et de ce qu'ils font. S'ils font que de la wing ou déjà du surfoil. Et comparativement à des boards comme ça qui sont vraiment plus typés surfoil, donc on voit bien moins large, beaucoup plus longue, parce que là c'est une 50 litres. Ça va glisser à mort. Elle va être très tendue, mais un peu moins large. La différence entre... Là on a vraiment deux concepts un peu différents pour un volume un peu similaire. Là on a 5,6 pour 50 litres, là on a 4,9 pour 65 litres. Voilà, comment tu verras la différence? C'est évident visuellement, j'ai pas testé donc il faut toujours aller à l'eau pour confirmer, mais l'évidence c'est que cette planche-là, au take-off, alors faut laisser glisser, faut rester allongé sur la planche, pas se mettre debout trop vite. En e-foil, on se met debout, on a la télécommande, on y va. Là, on se laisse glisser allongé, c'est super important, quelle que soit la planche, mais ça va glisser et avoir peu de conso au take-off. Ça va en avoir moins que la Skystyle, c'est une évidence, parce qu'on a une compacité qui
qui est plus importante sur cette board. Mais les deux vont marcher. Ouais. Par contre, s'il y a un peu de clapot, un peu de vague, plan d'eau un petit peu dégueulasse, on va peut-être plus privilégier quelque chose comme ça qui a de la largeur pour faciliter le take-off. Ouais, et après, c'est surtout aussi qu'une fois en l'air, si tu veux pomper, peut-être même au final surfer, mais dans des petites vagues un peu, ça va être sympa d'avoir une planche un format un petit peu plus court. Ouais. Et voilà, moi j'avais une 30-40 litres au début, puis petit à petit je me retrouve finalement à utiliser mes planches de surfoil. C'est vraiment c'est mes planches de surf quoi. Ouais. Je n'utilise pas des planches dédiées. Des micro-boards quoi. Tout le monde n'est pas capable d'utiliser ça, je pense. Et puis déjà rien que du point de vue niveau et gabarit. Donc non mais c'est intéressant de voir l'idée des boards. Donc on a fait le tour, donc les boards, les foils, présentation globale du système. Là, je vois qu'on a la valise. Tu peux nous présenter un peu la valise, comment c'est Ouais, alors là, elle est... c'est un peu le bordel. Elle est un peu en vrai. Plutôt te dire ce que tu as dans la valise. En fait. Là, tout est en bazar. Mais en gros, ça t'est livré avec ton évidemment chargeur pour la télécommande et les batteries. Chargeur hyper simple. Il n'y a pas besoin de. Tu as juste à plugger, ça part. Tu as à peu près 2-3 heures de charge, je dirais. On va avoir ce qu'on appelle les nez de batterie. Là, j'ai le nez long pour la batterie Endurance Slim. Tu as le nez court également. Sur le pod, tu vas commander le pod ou les pods de ton choix. Donc, ils seront livrés. Tu en prends un ou plusieurs. Tu fais ce que tu veux. Ça coûte une 40aine d'euros, je crois. Et après, autour de ça, tu vas avoir l'enveloppe du pod qu'on a montré tout à l'heure. Donc, ce qui t'est livré dans le kit, c'est un ou les pods que tu souhaites. Et puis, ces deux moitiés-là. Et le nez court aussi, que j'ai pas là sous la main, mais il y a le court et le long. Un peu comme les nez des batteries, en fin de compte. Voilà. Après, tu as tout ce qu'il faut. Là, bon, moi, je les ai utilisés. Donc, tu as tout ce qu'il faut en termes d'outillage parce que quand tu veux changer ton hélice, tu veux passer sur la tripale, machin, tu vois, ces petits connecteurs, tout ça, là, tu as tout ce qu'il faut pour visser, dévisser. Les clés de Torx, M8, M6. Les jeux de visserie, le M8, je l'ai déjà pris pour monter mes foils, mais tu as du M6 aussi. Visserie de 80 pour le max, visserie de 60 plus courte pour le slim. T'as ton hélice qui est livré avec. Et voilà, un petit flashcode. Alors, chez Foil Drive, ils ont énormément de vidéos didactiques pour t'expliquer comment entretenir ton matos, comment le monter, comment utiliser, comment réussir à faire tes take-off, tout ça. Il y a plein de vidéos, il faut aller voir. Et voilà, normalement, ça t'aide à mettre en route ton matos quand tu ne connais rien, si tu n'as rien suivi et que tu débarques dans le truc, quoi. Quelque chose que j'ai vu dans la pochette, tu peux nous parler de la télécommande, très important quand même aussi. La télécommande, alors déjà, quand tu allumes ton matos, on peut se faire peut-être vraiment la config, là j'ai mis une batterie tout à l'heure, ouais. Bon, j'ai pas fermé les petits clapets. Donc en gros, elles sont préappairées avec les Foil Drive en usine, donc t'as pas à faire un système d'appairage ou voilà, en gros tu allumes et ça part. Alors attention, quand vous êtes à terre, toujours laisser le machin, la petite protec là. Ouais. Et en gros, moi je l'enlève, mais quand je vais à l'eau, j'allume la télécommande au dernier moment, quand je me mets dans l'eau, pour éviter que par inadvertance, je fasse tourner le moteur. Là, je l'ai juste allumé. Mon Foil Drive, en fait, il est sous tension dès que j'ai branché ma batterie, et ça tourne. Donc, évidemment, sans la housse, ça marche mieux. Voilà. Et sur cette petite télécommande, je vais simplement avoir le pourcentage si tu veux, on va peut-être pas voir avec l'écran, mais le pourcentage de gaz que je mets dans le truc. Et puis, tu as un petit, je sais pas comment tu appelles ça, avec les petites barres, un indicateur de charge de ta batterie. Voilà, comme ça, tu sais à peu près où tu en es. Et puis voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de chose à savoir à part que, bon, moi je l'ai un peu pimpé parce que je fais mes take-off. Si. Il y a quelque chose à dire. Je fais mes take-off sur une board en carbone qui est un petit peu fragile. J'ai juste collé un peu de mousse dessus et j'ai un petit velcro pour me la coller un peu sur la manche de combi. J'ai une manche spéciale pour pouvoir prendre mon matos sur la plage et pas avoir la télécommande qui pendouille. C'est un détail. Peut-être que Foil Drive nous proposera un accessoire, mais voilà. On peut parler juste de la technique au take-off, parce que je dis que j'ai mis un peu de mousse sur ma télécommande, mais en gros, il y a des boards full carbone, il y a des boards pas vraiment full carbone, il y a des boards en fibre, et en fonction de ça, tu peux avoir des différences de qualité de signal radio. Sur cette board-là, c'est juste parfait. J'ai jamais le moindre souci. Ce qui m'a dérouté la première session, c'est qu'en fait, j'avais télécommande comme en skate électrique, puis j'appuie, le moteur tourne pas. En fait, dès l'instant que tu positionnes ta télécommande en contact
avec le nose de la planche, le carbone. D'accord. Tu as du signal. Le signal revient et après c'est bon, t'es peinard et tu vas pouvoir faire ton take-off allongé, les deux mains sur le nose avec la télécommande en contact. Et dès que tu te mets debout, après tu as du signal, il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir cette logique de, quand même, sur les bords de carbone, de coller la télécommande, de la mettre en contact avec la matière. Et une fois que tu es debout, plus de problème. Alors, zéro problème. C'est vraiment juste sa phase de take-off parce que ton foil drive est immergé. Il est dans l'eau, donc le signal Et dans l'eau. s'il n'y a pas de contact entre le foil drive et en fait, la board fait la passerelle, quoi. Ouais, ok. Voilà. Surtout que là, on a une board qui est vraiment full carbone, donc potentiellement les ondes, le carbone, ça peut les bloquer. Mais finalement, en collant la télécommande au carbone, limite, ce contraire, il propage l'onde. Ouais, et tu as un élément qui va dans le sens de mon propos, et ça c'est important. Dans ton kit, tu es livré des petites mousses. Et en fait, sur certaines boards, sur la plupart des boards, on recommande en fait de mettre de part et d'autre des T-nuts, il faut les recouper, hein, sont donnés comme ça, de calfeutrer tes rails en fait, remplir tes rails avec ces mousses, et en fait ça évite qu'il y ait un jour qu'il y ait de l'eau qui se mette dedans. Donc en termes de signal, on recommande aux clients de mettre les mousses dans les rails. Okay, ouais, voilà. Vraiment dans le rail pour boucher le rail en fait. C'est ça. Et tu vois que là tu vois pas, mais là à la limite ma mousse elle ressort un peu derrière mon T-nuts, on voit à peine parce que mon réglage est trop reculé. Ouais, là, si on aperçoit sur l'avant là le rail où ça a été. Et voilà. Et il se peut que sur certaines boards, si t'as pas les mousses, c'est un petit peu plus compliqué, mais dès l'instant que tu les mets, c'est nickel. Oui, parce que tu as de la flotte qui se met dedans, donc la flotte qui coupe le signal. Voilà, c'est un point de détail, mais important. Ouais. Tiens, si tu peux nous reparler, on voit ça parce que. Tu as mis du scotch. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail le concept de cette installation? Alors le seul truc, tu as ton petit profil en caoutchouc qui se clipse sur le bord de fuite. Voilà, tu l'as là, nickel. Voilà. Tu viens mettre ton câble le long. Ça permet de garder un câble qui est dans l'axe du bord de fuite. Ça, c'est super important. À la limite, c'est pas tant un problème que le câble vienne faire une boucle un peu là, comme j'ai fait là, parce que j'ai un peu triché pour baisser mon pod. Mais par contre, après, il faut quand même le saucissonner un peu avec un peu de tape. Moi, c'est du Chatterton. Tu vois, je l'ai fait un peu à la va-vite, honnêtement. C'est pas top. C'est peut-être le seul truc qu'on aimerait voir en matériaux, enfin en système un peu réutilisable. Mais le fait de faire ça, ça évite que ton câble se balade et que tu aies de la traînée et que ce soit vraiment pas top quand même, quoi. Donc c'est la seule étape sur laquelle il faut prendre 2 minutes avant d'aller à l'eau, quoi. C'est-à-dire globalement, on arrive sur le spot, il n'y a pas d'air, on ne peut pas faire de wing et on va faire du fold drive. L'installation qui est hyper rapide et puis juste 3-4 tours de scotch, moi plutôt une dizaine de tours de scotch. Tu estimes à combien de temps le passage de la config, on va dire wing, à la config fold drive? Moi, je dirais, si tu cherches pas tes outils, 5 minutes, parce qu'en fait, tu as 3 vis de verrouillage pour le moteur que tu dois l'enlever. Et après, tu vas enlever ton pod. Tu as des vis aussi sur le côté, là. Tu as 4 vis à l'intérieur. Tu as en tout 7 vis, en fait, à enlever. Ouais, tu es obligé d'enlever le moteur. Tu enlèves le moteur, tu as accès à 4 vis du pod pour enlever les 2 moitiés. Tu les enlèves, tu enlèves ton scotch et tu retrouves un foil vierge de moteur, on va dire. Et je précise ça, c'est parce que tu n'avais pas le bon pod pour ce cas-là. Voyons comme ça où c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus adapté. Exactement. Avec le pod. Ce pod-là, il va arriver dans l'année sûrement pour le mât allure qui est un mât spécifique. Donc, voilà. Au top, là on a vu donc Fold Drive aujourd'hui propose de fournir les caractéristiques du mât, typiquement longueur, largeur, épaisseur, voire idéalement le 3D en coupe. Et eux, comme la partie qui s'installe ici imprimant en 3D, ils vont te faire un pod custom. Ils peuvent faire le pod custom sur mesure pour s'adapter à tous les mâts. C'est un truc qu'ils proposent depuis pas longtemps. On voit en fait c'est cette pièce-là qui est imprimée en 3D. Alors c'est pas du plastique, c'est un genre pas de silicone, mais c'est vraiment adapté à chaque mât. L'empreinte extérieure est celle du pod et l'empreinte intérieure est celle du mât. Et on peut l'adapter. Carrément. Alors le mieux, et c'est ce qu'ils font d'habitude, ils se mettent en relation avec les marques en direct pour avoir le profil du mât. C'est ce qu'ils ont fait récemment là avec on doit le faire pour Allure, mais ça c'est l'idéal. Après, il y a une contrainte sur certains mâts. Tu auras une épaisseur qui va être dégressive. En fonction tu mets ton mât à 25 ou à 20 ou à 15 plutôt. Surtout sur les moteurs très hauts. Il va peut-être falloir j'ai un foil là qui a un mât vraiment avec une épaisseur dégressive. Typiquement, on a une épaisseur qui est un peu trop importante en bas. On va avoir un pod dédié pour la hauteur. Là, on le voit par exemple le Takuma où il
y a l'épaisseur dégressif et aussi la largeur dégressive. Le pod qui convient pour 25 va être complexe à adapter sur du 15. Ok, ouais. Donc ça peut nécessiter d'avoir deux bacs d'adaptation qui coûtent une cinquantaine d'euros, même pas 40 euros. Donc c'est pas. Ouais, ou qu'à la commande, le client dise moi je veux mon Takuma à 15 cm. À terme, Voilà, c'est ce qui va se passer. Qui sera lié à la longueur du câble, parce que de toute façon, la longueur du câble est définitive, on ne peut pas la changer. Et petit aparté, si jamais quelqu'un veut quand même commencer en 25 pour après réduire, tu peux peut-être en parler mieux que moi, mais il y a une histoire de stator, de rotor, de stator à changer. En fait, la seule chose que ça s'enlève. Regarde, de pas se couper, c'est aimanté. Il faut faire gaffe avec les doigts. Hein. Normalement, il faut laisser la petite protec. En gros, tu as 3 petites vis là. Quand tu les enlèves, ton stator, tu peux le dégager avec son câble moteur. Et c'est ça qu'on va changer. En fait, tu ne changes pas juste un câble. Tu changes effectivement le stator avec le câble. C'est des choses qui sont incorporées pour des questions d'étanchéité simplement. Hein. Ouais. Donc, si tu veux passer sur plus court à terme, soit tu as un câble de 20 et tu tasses un peu ton pod comme je l'ai fait. C'est pas l'idéal. Soit effectivement, tu rachètes un stator avec un câble plus court. Ok. Et là, tu peux nous remontrer comment tu l'as enlevé, parce que tu l'as enlevé, c'est juste aimanté. En fait. Il faut juste bien faire gaffe aux doigts, hein, mais en gros, tu as un axe, tu as des magnets dedans, et en fait, tu le mets bien dans l'axe. Hop. Et c'est important parce que dans l'entretien, il faut l'enlever la cage. Donc il n'y a pas de serre-clip qui verrouillerait comme sur certains moteurs la cage. Et en gros, nous, après chaque session, on va mettre un petit coup de flotte. Un petit coup de flotte là-dedans, un petit coup de flotte dans le roulement. Il y a un roulement à l'arrière là que tu vois. Donc dans la cage, on va envoyer de l'eau là et là. Et puis on a une petite graisse, tu sais, un petit anti-corrosion qu'on passe en spray. Et on remet la partie arrière du moteur. Et puis terminé. Ok, et donc en termes, après chaque session, rinçage donc au niveau du moteur, rinçage global d'ici, on retire la batterie. Jamais d'eau dans le foil drive. Oui. C'est rinçage extérieur, boîte fermée. Ouais. Et à petite minute aussi, dans les packs, il file une sorte de petite graisse, ça ressemble à du silicone. C'est super important, donc on va le faire là, ça va être simple. Après avoir chargé ta batterie, en fait, quand tu vas passer la batterie dans le foil drive, elle est fermée, désolé. Mais en gros, tu passes de la graisse dessus, sur les connecteurs. Ça va permettre d'entretenir le connecteur et de limiter les risques de corrosion. Et surtout, comme tu n'as pas accès à ton connecteur à l'intérieur, quand tu plugues ta batterie, ça permet à chaque fois de ramener un petit peu de graisse aussi dans le connecteur interne. Voilà. Ouais. Sachant quand il ne sert pas, il faut mieux fermer le capot aussi pour le laisser étanche, surtout s'il reste un peu dans la bagnole une journée. Voilà. Ouais. Cool, merci Adou. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, des petits tips, des petites techniques. Je travaille sur évidemment une review détaillée, qui sera assez bordée, structurée. On essaiera d'évoquer un peu tous les aspects du foil drive, de la mise en place à la pratique. Donc là, vous retrouverez pas mal d'infos complémentaires à cette petite vidéo là. Après, moi, c'est plus l'aspect sur le ressenti général. Qu'est-ce que ça apporte? C'est ça que les gens se posent comme question. Qu'est-ce que ça apporte? Moi, ça, c'est en train de révoluer. Alors, pour moi, c'est un outil de test, mais ça révolutionne aussi ma pratique parce que moi, j'adore le surfoil. Je suis un exemple. Il y a d'autres façons de pratiquer. Il y en a, c'est le downwind. Et en fait, concrètement, les jours où on a des vagues, soit qui sont trop petites, qui déferlent pas, sur lesquelles on ne peut pas partir à la rame, on serait obligé d'avoir un grand flotteur, une 110 litres qui fait 7,5 en downwind avec une pagaie. Moi, aujourd'hui, je peux y aller en 25 litres. Ça, c'est magique. Nous, dans la baie de la Baule, à la maison, on a un super banc de sable où il y a des vagues dessus. Il est à 600-700 mètres de la plage. Avec le foil drive, je peux y aller, j'y suis en 1 minute chrono, et je peux me gaver dans les vagues. Il n'y a personne dessus. J'attends même qu'il y ait des copains qui nous rejoignent, mais c'est pour bientôt, je pense. Bientôt, quand on les aura reçus. Mais voilà, et ça te donne accès les jours où c'est pourri. En surfoil, tu vas t'éclater. Et très important, parce qu'il faudra passer des messages de sécurité aussi au niveau des autres pratiquants. Il y a moyen, et on le fait aujourd'hui, de ne pas évoluer sur la zone de jeu des surfeurs, des sups, parce qu'on part de plus loin. Et on peut sortir avant la zone d'impact ou la zone où les surfeurs évoluent. Donc il y a moyen aussi de trouver un terrain d'entente et de ne pas faire n'importe quoi avec ce jouet-là qui est complètement dingue. Top. Moi maintenant, je voudrais parler d'un truc. Donc aujourd'hui, nous à Gliss Evolution, donc on est revendeur foil drive. Voilà, nous on a une grosse expertise sur la mobilité électrique puisque
En plus du magasin de glisse dans lequel on est aujourd'hui, on a toute notre activité, donc EvoSpirit, où on est concepteur de skateboard électrique. Donc on gère tout l'entretien de motorisation électrique. On a aussi l'atelier de réparation. Et ce que je peux te proposer, on peut monter là-haut pour aller jeter un coup d'œil. Tu nous suis? Donc là, on est dans le magasin. La partie glisse. Là, on est dans la partie mobilité électrique. On voit, on a les scooters électriques et surtout les skates électriques qui sont donc EvoSpirit. On fait vraiment la conception, on voit, on a les imprimantes 3D. Et puis surtout, on va monter à l'étage où on a la partie atelier mobilité électrique et on va passer par la réserve du magasin de glisse. Donc, tu nous suis, Adrien? Marche. Bienvenue dans la réserve du magasin avec les wings, les kites, les foils. On est en plein dedans. C'est Hugo, notre technicien spécialiste SAV, qui répare tout ce qui va être électronique. Donc là, on voit des contrôleurs de batterie. Donc là, on voit l'expertise de notre atelier de mobilité électrique où on répare, on entretient les contrôleurs de tout engin électrique. Donc finalement, la technologie trottinette, skateboard, fall drive, c'est la même chose. Là, voilà, on voit une trottinette qui est en cours de réparation. On a tout sorti, on intervient directement à l'intérieur. On est même capable de démonter les batteries, de ressouder les batteries. Donc c'est vraiment une des forces de notre atelier. De notre magasin, c'est d'avoir cet atelier où on sera capable de faire l'entretien et la réparation des fall drive en cas de problème. Alors, pour conclure cette longue vidéo qui nous a apporté plein de détails, on a parlé de spécifications techniques, entretien, positionnement du mât, voilà, plein de choses. Je suis sûr que vous aurez plein d'autres questions. Il ne faut pas hésiter à nous contacter au magasin, il ne faut pas hésiter à contacter Adou. Et voilà, donc je vais laisser Adou conclure cette belle vidéo. Merci de ton accueil, Greg. Il y a effectivement beaucoup de questions derrière ces produits-là, qui sont des produits assez techniques, assez complexes, et même si super à utiliser. De mon côté, moi, je vais amener des réponses à vos questions aussi. Vous pouvez me contacter en off, il n'y a pas de souci. Et on prépare une review qui ira vraiment dans le détail, fouillé, de la mise en place jusqu'à la pratique sur les nouveaux foil drive. Voilà, d'ici là, bon ride, à plus. Top. Merci, à bientôt. Voilà, puis je te laisse le mot de la fin. Ah mon salaud. Tu sais, on va la refaire. Tu me l'as pas dit. Je m'étais dit, te laisser la moi j'ai rien à dire. Non, donc je dis juste au revoir. L'autre est-ce que tu peux dire on va la refaire. Oui, non.